La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Plusieurs sites d'aménagement et d'assainissement sont en travaux pour pallier le problème d'inondation auquel font face les populations de certains quartiers de Lomé. Où en sont les travaux? Le ministre en charge de l'urbanisme est allé aux nouvelles ce jour. Le compte rendu dans cette édition. Le Togo veut réduire le taux de mercure dans l'exploitation minière et pour cela il faut une stratégie d'action. Raison donc d'une rencontre qui se tient depuis ce matin à Lomé. Les échos dans cette édition. Et puis c'est ce mardi qu'a démarré à Lomé le tournoi des moins de 17 ans de la zone UFOA B de football. En match d'ouverture, les Togolais ont battu les Nigériens par 2-1. Les résumés de la rencontre à suivre donc en fin d'édition. Voilà donc pour les titres. Un projet de plan national de réduction du mercure dans l'exploitation minière artisanale ou à petite échelle de l'or au Togo est en cours d'élaboration. Durant 2 jours, les acteurs du secteur privé, public et associatif vont réfléchir ensemble et dégager des pistes d'action. Il s'agira à la fin de doter le pays d'un plan national qui va se décliner en activités à mener pour amoindrir les effets du mercure sur la santé humaine et l'environnement. Voyons cela avec Marie-Ange Bida. C'est un constat avéré. Les rejets directs de mercure au cours de l'exploitation minière artisanale de l'or sont un danger pour la santé humaine et pour l'environnement. Fort de cela, le Togo veut se doter d'un projet de plan national de réduction des effets de cet élément chimique. Cette rencontre de Lomé, organisée avec les partenaires techniques et financiers, lance les réflexions. Nous attendons de ces travaux de définir les activités, principalement les activités qui peuvent être menées, afin d'organiser d'abord les artisans miniers et ensuite de les instruire sur des techniques nouvelles, des pratiques nouvelles sans utilisation de mercure. Étant donné que nous avons vu les conséquences du mercure sur la santé et l'environnement, surtout pour les femmes enceintes et les jeunes enfants qui développent certaines maladies respiratoires et certaines anomalies, le projet a comme finalité de disposer d'un document permettant au Togo de pouvoir faire des recherches de financement. Donc nous aimerions aussi disposer de ce document afin de faire un plaidoyer en faveur de nos populations. En 2017, le Togo a ratifié la convention de Minamata. En tant qu'État partie, le Togo a l'obligation d'élaborer un plan national de réduction du mercure dans l'exploitation artisanale de l'or. Retour ce soir sur l'année 2020 avec les différentes prouesses réalisées dans le pays malgré la crise sanitaire. Et nous débutons par le secteur énergétique. Le gouvernement togolais a consenti d'importants efforts pour garantir une énergie sûre et propre aux populations. Le rappel de ces efforts ce soir dans ce dossier signé Eli Agba Nyadao. Le secteur de l'énergie au Togo se porte bien. En 2020, des progrès ont été enregistrés. Un avis de préqualification pour l'octroi de concessions de production indépendante d'électricité dans le cadre de l'initiative Scaling Solar a été annoncé pour booster davantage le secteur. Le projet vise la construction de 2 centrales photovoltaïques, l'une dans la région de la Kara et l'autre dans la région centrale. Un accord de financement pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque a été formalisé entre le Togo et le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement. Le projet est actuellement en cours de réalisation et devra mobiliser environ 15 milliards de francs CFA. L'infrastructure, récemment visitée par le président de la République, Faure Sozomna-Nyasingbe, permettra à terme d'offrir de l'électricité à 30 000 ménages et faciliter le fonctionnement de l'usine de grenage de coton de la région.
Elle a également permis de créer de nouveaux emplois pour les populations et a stimulé le développement des activités génératrices de revenus. De nouvelles localités rurales, Voasso et Zoti, ont également découvert l'électricité grâce à l'installation de 2 postes de transformation et 107 lampadaires d'une valeur totale de 285 millions de francs CFA. Hormis le tandem B-Box EDF et Soleva, 3 nouveaux énergéticiens s'alignent sur le programme présidentiel CISO qui vise à électrifier beaucoup de ménages pour environ 2 millions de Togolais à l'horizon 2022. Le gazoduc connectant le Nigeria au Bénin, Togo et Ghana après plus de 2 mois d'arrêt pour travaux d'entretien et de maintenance a également repris ses activités. L'on se rappelle encore qu'en avril 2020, le président de la République, au titre des mesures sociales pour lutter contre le Covid-19, a annoncé la gratuité de la tranche sociale d'électricité pour tous les Togolais. Et agriculture à présent, sachez qu'en 2020, plusieurs programmes et projets ont été mis en œuvre pour le bien des producteurs togolais. Allons ce soir donc à la découverte de quelques aspects du développement du secteur agricole togolais durant l'année 2020 et c'est un dossier signé Marie-Ange Bida. Année après année, l'agriculture togolaise amorce en toute confiance la courbe de son développement. Au nombre des projets inscrits à l'agenda 2020, les camps du futur, un cadre de formation de plus de 20 000 jeunes Togolais sur les techniques d'une meilleure gestion de leurs entreprises agricoles. La finalité est d'arriver à faire d'eux des entrepreneurs aguerris. C'est l'un des objectifs visés par la réalisation de l'axe 2 du Plan national de développement PND. 13 camps du futur ont donc été ouverts sur toute l'étendue du territoire togolais, notamment dans la préfecture du Golfe, Agoué, Vo, Notien, Agou, Atakpame, Sokodé, Sotuboua, Kara, Bassar, Nyamtougou, Mango et Dapaon. Ces jeunes futurs agripreneurs ont été outillés pendant une dizaine de jours sur les bonnes méthodes pouvant les amener à transformer de manière efficace et efficiente les habitudes empiriques de travail aussi bien dans les champs que dans les unités de transformation. Le projet a eu un écho favorable auprès de la jeunesse eu égard au fort engouement constaté ici et là. Des jeunes prêts à s'engager dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles. À terme, les camps du futur projettent former 1000 entrepreneurs dans chacune des 117 communes du Togo et posséder à l'échelle nationale 117 000 entrepreneurs. Dans la foulée, le recensement des acteurs agricoles a été lancé en vue de créer une bourse agricole. Le gouvernement veut, à travers cette plateforme technologique, soutenir les différents acteurs du secteur, producteurs, transformateurs, acheteurs. Cette opération de recensement devra permettre aussi d'élaborer la cartographie des entreprises agricoles togolaises. Et sachez que nous reviendrons sur d'autres aspects des efforts consentis dans les secteurs agricoles et énergétiques dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre, le ministre en charge de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière a visité 3 sites d'aménagement et d'assainissement ce jour. Il est allé constater l'évolution des travaux dirigés par l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ainsi que la satisfaction des riverains. Samuel Passoki et Antoinette Omarovovo pour le compte rendu. C'est un soulagement pour les populations de la zone du CMS à Gouenivé, Foreva et Bekpota qui, jadis, étaient victimes des inondations en cas de pluie. La stagnation des eaux pluviales est assez récurrente dans ces zones, ce qui dérange très souvent le quotidien et le cadre de vie de ses habitants. Avant, l'eau de pluie nous dérangeait ici. C'était inondé. Aujourd'hui, on nous a fait les caniveaux et nous sommes contents. Nous remercions le chef de l'État. Quand ils ont commencé les travaux, il y a un peu d'amélioration et on ne fait que remercier vraiment le chef de l'État
pour son effort. Ces travaux viennent à point nommé pour régler ces problèmes récurrents d'inondation. Nous profitons donc pour remercier le gouvernement pour cet accompagnement. Des réalisations d'ouvrages et l'aménagement des voies se poursuivent, et ce, à travers l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ANASAP. C'est des sites qui s'inondent chaque année, causant des dommages aux riverains. Et le gouvernement ayant pris la mesure de la chose, a intégré ces sites dans le vaste projet du PAPV, le programme d'action aux personnes vulnérables. Donc les travaux ont commencé, vous l'avez vu. La finalité, c'est de faire en sorte que ces travaux, une fois terminés, résolvent définitivement le problème d'assainissement dans ces coins-là. Et que les personnes riveraines, je veux dire les populations riveraines, soient à l'abri des inondations et donc voir leur cadre de vie amélioré. Le ministre en charge de l'urbanisme, Kofi Tcholinyanou, préoccupé par le bien-être des populations, était sur le terrain pour constater l'effectivité des travaux. Je ne peux être que soulagé par tout ce que j'ai pu observer aujourd'hui et remercier le président de la République pour les initiatives personnelles qu'il a prises au profit de la population. Sur les 5 sites que nous avons visités, 3 sont très préoccupants, que nous avons même qualifiés de sites névralgiques, parce que c'est des zones à fort risque d'inondation chaque année en temps de pluie. Donc aujourd'hui, ces problèmes-là sont résolus définitivement. Que ce soit à Agouenivé, au Foreva ou encore à Bekpota, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour rendre les travaux dans un bref délai. APT, entendez Africa Plastic Technology. C'est le nom d'une industrie moderne installée à l'entrée nord de Thiévié, inaugurée par le chef de l'État dans le cadre de la relance économique et de la promotion de l'emploi des jeunes. Cette nouvelle société de moins de 2 ans enregistre déjà des performances au bénéfice de l'économie nationale. Des performances que nous rappelle ce soir Yves Agbevivi. Africa Plastic Technology, ce fleuron de l'industrie plastique togolaise, installé ici à la sortie nord de Thiévié, bientôt 2 ans, retient l'attention des plus hautes autorités togolaises pour son importance dans l'économie nationale et l'employabilité des jeunes. Sur la chaîne de production, des tuyaux PVC et des polyéthylènes de qualité sortent chaque jour de cette usine. Le marché est tant local qu'international. Nous commercialisons localement, surtout avec le Covid qui est là aujourd'hui. Difficilement on arrive à aller à l'extérieur du pays, mais on fait de notre mieux quand même pour pouvoir écouler le maximum. Déjà en 2019, on a pu produire 1500 tonnes, dont nous avons pu écouler 1000 tonnes. Il y a d'autres projets qui sont en cours, par exemple la fabrication des coltes en gîte qui sera faite sur place. Et voici le chantier en cours pour l'extension de l'entreprise. J'ai eu donc le devoir d'aller voir comment cette jeune entreprise-là qui fait la fierté de notre pays, comment est-ce qu'elle évolue. Et je suis impressionnée de voir que non seulement les activités vont bon train, mais il y a tout un plan d'extension, d'expansion. Il y a de nouvelles gammes de produits qui vont sortir bientôt. Aujourd'hui, c'est des PVC, des tuyaux PVC, des tuyaux en polyéthylène, etc. Mais aussi, il y a de nouvelles gammes, notamment les câbles électriques. Donc ça fait la fierté de notre pays et nous avons le devoir de soutenir cette entreprise-là. Tout cela, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le fruit des différentes réformes qui sont lancées par notre pays sous l'impulsion du chef de l'État pour faire en sorte que des investisseurs choisissent notre pays comme la terre d'investissement. Le Togo comme une destination privilégiée de tout investisseur, le climat des affaires s'y prête. Premier pays réformateur en Afrique et 3e dans le monde en 2020, les efforts sont constants et se multiplient pour donner plus de chances aux primo-entrepreneurs togolais, précisément à l'axe 2 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025.
Le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans le secteur porteur, PAEGSP, a enregistré plus de 35 000 primo-entrepreneurs engagés dans les différentes chaînes de valeur agricole, notamment la production de soja, de manioc, de maïs, de petits ruminants et de volailles. Qu'est-ce que le projet a pu apporter aux jeunes entrepreneurs en termes d'impact sur leur quotidien? Eh bien, l'équipe de Tapamé a découvert un jeune entrepreneur producteur de soja qui bénéficie de ce projet depuis 3 ans. Le gros portail est signé Silver Abdou. De 0,25 hectares en 2016, ce champ de production de soja bio est passé à 6 hectares grâce au projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs PAEGSP. Un projet dont bénéficie ce quadragénaire entrepreneur agricole qui évolue de façon individuelle dans cette zone de Tchiri dans le Gou à environ 20 km d'Atapamé. PAEGSP m'a financé, on m'a apporté le tracteur qui a labouré tout mon champ et c'est la récolte là qu'on est en train de faire maintenant. Donc on va voir aussi ce que ça va donner cette année. Plus de 35 000 primo-entrepreneurs sont engagés dans la mise en œuvre de ce projet du gouvernement togolais et ce, dans les différentes chaînes de valeur agricole. 1400 évoluent de façon individuelle et les autres dans plus de 2500 groupements et coopératives agricoles. Par ce projet, les entrepreneurs ont amélioré la qualité de production à travers le financement et l'acquisition de matériel comme des vanneuses et batteuses pour augmenter le potentiel de production. Aujourd'hui, ce primo-entrepreneur témoigne de cette initiative innovante du chef de l'État. Auparavant, on tapait avec le bâton. Maintenant, on a posé le problème de batteuse vanneuse et aisément, on nous a financé pour avoir ça. C'est 3 batteuses qu'on nous a fournies pour nous a aidé à pouvoir aider nos récoltes. Ce projet est donc mis en œuvre il y a environ 5 ans et déjà, les témoignages sont grands. Si j'ai un problème maintenant, je ne cogne plus la porte de quelqu'un d'autre. Donc j'arrive à revenir à mes besoins. Et je le fais grâce à l'appui de PAEGSP. On arrive aussi à payer le financement et on a ce qu'il faut aussi pour notre vie quotidienne. Si nous prenons la zone de l'Est Mono, qui est une zone de forte production, aujourd'hui, si vous faites le tour, vous allez constater des édifices par endroits, les producteurs qui passent de maison en paille à maison en tôle, qui sont aujourd'hui sur des motos pour pouvoir aller librement à leurs occupations. Et c'est des indicateurs palpables pour vous dire en fait que cette mise en relation nous permet d'avoir une force sur le marché. Plusieurs entreprises agrégatrices apportent leur soutien à ces primo-entrepreneurs pour les orienter et les encadrer en matière de respect des itinéraires techniques et bien d'autres. Entre autres entreprises, J4, jonction de croissance agricole au Togo, avec plus de 450 primo-entrepreneurs issus de 3 préfectures, notamment Ogou, Anié et Est-Mono. Avec le PAEGSP, nous avons organisé notre chaîne de production et nous comptons aujourd'hui 450 entrepreneurs individuels qui sont enrôlés dans ce système, comme nous venons de voir pour ces jeunes, qui ont un minimum de 5 hectares et pour les hommes et 3 hectares pour les femmes. Mais on a des producteurs individuels comme ça qui sont en entreprise, qui ont une surface allant jusqu'à 40 hectares. Et donc, tout ceci vient de l'appui de PAEGSP en termes de renforcement des capacités de ces producteurs et en termes de mise en relation avec les microfinances de la place. Et nous, à notre niveau, nous sommes là pour organiser la chaîne en termes de mise à disposition des semences de qualité, en termes d'appui technique pour le respect des itinéraires techniques, pour avoir le meilleur rendement, mais aussi de respecter les normes de production biologique, puisque nous sommes dans une chaîne de valeur soja biologique. La mise en œuvre de ce projet a permis une mise en relation entre tous les acteurs, notamment primo-entrepreneurs, entreprises agrégatrices et PAEGSP. À travers cette mise en relation, les jeunes bénéficient facilement de l'accès au crédit et du marché, mais aussi de bien d'autres appuis pour améliorer le rendement. Outre la production de soja, certains évoluent dans la production de manioc, du maïs, du petit ruminant et de volaille en vue de l'atteinte des objectifs du projet. Malgré la crise sanitaire due au coronavirus, le secteur du développement à la base a enregistré des résultats satisfaisants.
Quels ont été ces résultats durant l'année 2020? Sonia Aminikpo nous les fait découvrir ce soir. Fortement ralentis par la pandémie de coronavirus, les actions en faveur du développement à la base, de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et de l'artisanat se sont néanmoins tenues en 2020 et ont permis d'obtenir dans la lignée de l'année précédente des résultats satisfaisants. Les efforts centrés sur les priorités gouvernementales en lien avec le PND et la nouvelle feuille de route se sont ainsi poursuivis pour l'amélioration du cadre et des conditions de vie des communautés à la base. Plus de 3700 groupements et communautés ont dans ce sens vu leur capacité renforcée et dotée de plans d'action. 206 infrastructures socio-communautaires et économiques ont été réalisées et 7 nouvelles plateformes multifonctionnelles construites. Sur le volet des filets sociaux, plus de 97 000 écoliers, soit 103,2%, ont bénéficié de 8 millions de repas chauds et environ 59 000 ménages, soit 97% de la cible, ont reçu des transferts monétaires au cours de l'année. Si 2019 a enregistré un bilan exceptionnel pour la jeunesse avec plus de 5 milliards de francs CFA de crédits alloués aux entreprises, l'année 2020 a poursuivi la dynamique malgré la pandémie du Covid-19. Ainsi, le département chargé de ce secteur a pu mobiliser et allouer 2,7 milliards de francs CFA de crédits aux entreprises, ce qui a facilité la création de 7 389 micro-entreprises, 13 863 emplois directs et 251 554 emplois temporaires. Quant à la mesure d'attribution de 25% de marchés publics aux jeunes et aux femmes entrepreneurs, 71 procédures sur les 175 réservées par le ministère d'un montant total de 350 millions de francs CFA ont été attribuées. Détaché du développement à la base suite à la formation du nouveau gouvernement, le secteur de l'artisanat a lui aussi connu des avancées malgré la situation sanitaire. 5 centres de ressources pour l'artisanat ont été mis en place et près de 40 000 artisans ont bénéficié d'un perfectionnement professionnel. Près d'1 millier ont été équipés et une cinquantaine ont été appuyés pour leur participation aux foires et expositions au Togo et à l'extérieur. En tout, 1069 entreprises artisanales ont été créées et 2546 emplois artisanaux générés. Au total, 25 milliards de francs CFA ont été mobilisés par le ministère au cours de l'année avec une baisse des ressources de 11% pour un taux d'exécution de 97,4% de sa lettre de mission. Pour 2021, l'une des priorités sera la mise en œuvre effective du projet de registre social unique. Et la crise sanitaire n'a pas empêché le secteur numérique togolais de progresser également. Et vous allez le voir, il a même permis d'élaborer des stratégies de riposte contre la pandémie. Écoutez ça là pour des précisions. L'année 2020, quoique bouleversée par la pandémie du Covid-19, a été marquée par d'importantes réalisations dans le secteur numérique au Togo. Déjà en janvier 2020, le pays accueille l'entreprise française VIPP Interstice spécialisée dans la gestion des services externalisés. Le Togo est le 3e pays de l'Afrique de l'Ouest à accueillir cette entreprise de renommée internationale après le Cameroun et le Bénin. Le groupe Roger Majorel, un autre acteur de la gestion client à distance, installé 6 mois plus tôt. L'opérateur VIPP Interstice entend apporter un plus dans le secteur de l'économie numérique avec à la clé un programme de recrutement de 500 jeunes Togolais au cours de ces 3 premières années d'activité. Le mois de février a été marqué par l'installation dans les universités publiques togolaises d'un Espresso Book Machine. Il s'agit d'un système automatisé d'impression à la demande capable d'imprimer un livre en quelques minutes. Sur le continent africain, ce système n'était présent que dans 2 pays. Le Togo l'a adopté pour permettre à ces universités de franchir un palier important en termes de disponibilité documentaire. Avec l'avènement du Covid-19 en mars 2020, le gouvernement a pris certaines initiatives technologiques pour faire face à la situation. Entre avril et mai, les plus hautes autorités du pays ont lancé un chatbot sur les réseaux Telegram et WhatsApp.
Il a été question, à travers cette opération, d'informer les populations sur le coronavirus, de les renseigner sur les pharmacies les plus proches et leur offrir la possibilité d'effectuer les tests de base. Pour soulager les personnes les plus affectées par les mesures restrictives liées à la lutte contre le Covid-19, le gouvernement a également mis en place un programme de transfert monétaire dénommé Novici. L'initiative est conçue pour fonctionner comme un canal direct de transfert de ressources sans besoin de contact humain. Ce programme, qui intervient alors que le Covid-19 imposait une distanciation sociale à tous les niveaux, a été fortement salué par la communauté internationale. Le secteur agricole est aussi touché par les innovations technologiques de 2020. Après plusieurs mois d'activité au ralenti, en raison de l'état d'urgence sanitaire, le département de l'agriculture lance une plateforme de e-learning en faveur des étudiants agriculteurs. Les personnes désireuses de s'outiller sur les questions liées à l'agriculture, à l'élevage et à la pêche sont également prises en compte par cette innovation. Mise en ligne courant le mois de juin, la plateforme avait pour objectif de permettre au secteur agricole de reprendre de plus belle ses activités. Les banques, les téléphonies mobiles, administration publique, éducation, santé, plusieurs secteurs sont touchés par l'économie numérique au Togo au cours de l'année 2020. La pandémie du Covid-19 a imprimé une nouvelle façon de travailler dans tous les secteurs. Et de plus en plus, chaque département fait appel au télétravail. Cette réalité amène le gouvernement à mettre la barre très haut en termes de connexion Internet haut débit. Le ministère de l'économie numérique a déjà défini des stratégies pour atteindre un taux de couverture nationale de 90% d'ici à 2022. Et c'était donc les avancées réalisées au premier semestre de l'année 2020. Et nous reviendrons donc sur le second semestre de l'année 2020, les prouesses réalisées donc dans le secteur numérique dans nos prochaines éditions. Et School Assure était arrivé à son terme en août 2020. Au regard de sa réussite, il a été prorogé au grand bonheur des apprenants et parents. Des milliers d'élèves ont donc reçu des traitements grâce à ce programme de protection sociale. On note au moins 2 millions de pris en charge sanitaire et en 3 ans de mise en œuvre du dit programme. Les détails dans ce dossier signé Dodo Waré. Près de 2 millions d'élèves touchés par le programme de protection sociale School Assure. Rien ne semble arrêter ce programme gratuit d'assurance maladie en milieu scolaire qui inclut les risques de maladie et de responsabilité civile à ses bénéficiaires. Prise en charge des consultations, couverture des frais médicaux d'hospitalisation ou encore d'opération, le programme a vraisemblablement soulagé beaucoup d'élèves et leurs parents. Plus de 700 000 consultations, 43 470 opérations chirurgicales, 10 836 hospitalisations, 224 801 analyses, 938 967 prestations pharmaceutiques. La prise en charge sanitaire ne se limite pas seulement aux périodes de classe. En congé ou pendant les vacances, les élèves continuent de jouir de ce programme sanitaire. Même pendant la crise sanitaire de Covid-19, School Assure n'a pas cessé d'offrir des soins de santé aux élèves. Au contraire, la protection sociale des apprenants a été intensifiée. Plus de 15 000 prises en charge ont été enregistrées dans 678 formations sanitaires entre mars et août 2020. Plus de 6 000 établissements scolaires publics du Togo ont été touchés. Partant de son opérationnalisation jusqu'à ce jour, les réalisations et les chiffres prouvent à outrance que l'initiative, parmi tant d'autres, a transformé dans le bon sens le système éducatif au Togo. School Assure est l'un des programmes sociaux en milieu scolaire qui contribue à garder plus longtemps dans le système éducatif les bénéficiaires. Avec le programme de cantine scolaire, il stimule l'envie d'aller à l'école des élèves. Au-delà d'améliorer les conditions de vie et du mieux-être des apprenants dans les établissements primaires et secondaires, c'est le taux de scolarisation qui est encourageant. Avec le soutien des compagnies d'assurance et fort de son succès, le chef de l'État a même prorogé l'initiative pour une année supplémentaire. La vision du chef de l'État est de réduire la vulnérabilité de certaines couches de la population.
L'enjeu aujourd'hui est de réaliser un saut qualitatif vers une couverture de 40% de la population, ce qui nécessite la forte implication des acteurs de l'éducation, des praticiens hospitaliers et des autorités locales. Schoolassure reste un programme qui a le plus grand effectif en matière de couverture sanitaire au Togo, soit 28% de la population touchée, avec un impact direct sur les jeunes scolaires. Il constitue un grand pas dans l'évolution du Togo pour l'accès à la santé pour tous, tel que prévu par les objectifs de développement durable. Et le plan sectoriel de l'éducation au Togo couvrant la période de 2014 à 2025 encourage l'éducation inclusive. Il s'agit d'un système d'enseignement accessible à tous les enfants en situation de marginalisation et de vulnérabilité, notamment les enfants de rue, les filles, les groupes d'enfants appartenant à des minorités ethniques, les enfants nomades et les enfants handicapés. Qu'est-ce qui est concrètement fait dans notre pays? C'est ce que nous allons découvrir dans le dossier qui va suivre à partir de l'exemple de la jeune Larba, une élève handicapée visuelle. C'est un dossier signé Chazenam Baga. CEG de Sibortotsi dans la préfecture de Tonne est un modèle d'école inclusive. Il forme depuis 4 ans déjà Mademoiselle Liabine Larba, une handicapée visuelle âgée de 16 ans en classe de 3e. Comme les autres élèves, Larba suit le cours et répond aux questions de l'enseignant. Pour le cours littéral, j'essaie de l'amener à participer. Et au niveau des mots, j'essaie à chaque fois d'épeler les lettres. Quand je mets le mot un peu difficile au tableau pour les autres, j'épelle les lettres pour Larba. Et pour les schémas, à la fin de la schématisation, je braille les annotations pour elle, du fait qu'on ne peut pas faire la schématisation. Je dirais n'est pas aussi différente des autres élèves. Et la participation, c'est tout comme les autres élèves aussi, voyants de la classe. Les cours se passent bien. Les professeurs ne m'oublient pas. Chaque temps, c'est par la dictée que je recopie les cours. Les mots difficiles, ils appellent, j'écris. Si aujourd'hui la pratique de classe se déroule sans difficulté majeure avec Larba, cela n'a pas été toujours le cas. Quand elle est arrivée en 6e, on se plaignait et quand on devait rentrer dans sa classe, on avait l'impression qu'on était retardé dans nos progressions. Quand elle passait pour la 4e, nous avions reçu une formation et au cours de cette formation, nous avons d'abord été instruits sur la notion d'éducation inclusive et par après, nous avons reçu une formation en braille. Et depuis cette formation, on se sent à l'aise avec elle. On n'a pas l'impression d'avoir 2 catégories d'élèves. Donc si on pouvait nous renforcer en fabrication d'outils où on pouvait reproduire des schémas, où elle peut se servir de son doigt pour avoir l'image de ce que nous sommes en train de décrire pour les autres, ça va nous faire beaucoup de bien. En plus des schémas des cours de SVT, Larba éprouve des difficultés dans certaines matières. Le plus souvent, elle fait recours aux enseignants ou à son camarade de banc qui n'est autre que son frère cadet. Pour suivre les cours de mathématiques, c'est difficile parce que je ne maîtrise pas les symboles. Je demande au professeur de mathématiques de me montrer les symboles. Pour les cours d'anglais, il me demande comment s'écrit tel mot. Et j'appelle les mots pour la montrer. Les mathématiques aussi, il me demande comment le professeur a fait ici. Je le montre. C'est comme ça. Ça divisé par ça qui donne ça. Quand je l'aide, c'est comme aussi des révisions pour moi. Pour accompagner Larba dans son cursus scolaire, la Direction régionale de l'éducation des savanes, qui implémente depuis une dizaine d'années déjà la pratique de l'éducation inclusive, a désigné un enseignant pour l'encadrer. Une fois en classe, les professeurs formés, je dois passer voir s'ils s'appliquent et s'ils ont des difficultés. Bon, discrètement, j'observe et je les approche pour voir des adaptations ou des améliorations qu'il faut apporter pour permettre à Larba de se sentir aussi dans la peau comme les voyants. Sur le plan matériel, ce que Larba a besoin à l'école comme fourniture pour travailler, je suis chargé d'aider à l'acheminement ou à la recherche de ce matériel pour mettre à la disposition de Larba. J'approche Larba pour voir ses difficultés et voir comment l'amener à améliorer. Mademoiselle Larba est l'aînée d'une famille de 7 enfants. 4 des 7 enfants, dont des jumeaux, sont non-voyants.
Les 3 autres suivent une éducation inclusive à l'école primaire publique de Sibortoti. En bref, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens iront aux urnes le 6 mars prochain pour le compte des élections législatives. La période d'hier lundi 4 janvier au 20 janvier 2021 est déclarée donc période de réception des dossiers par la commission électorale indépendante. Et contrairement au récent scrutin présidentiel, plusieurs partis de l'opposition ont annoncé leur probable participation à ces élections. Parmi ces partis de l'opposition, on retrouve le Front populaire ivoirien FPI, Pro-Gbagbo et Afin-Guessan, sans oublier le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples de Charles Blé Goudé. Et ces élections permettront donc de renouveler les 255 membres de l'Assemblée nationale ivoirienne. Avec près de 54% des voix, le président sortant centrafricain Faustin Archange Touadéra est annoncé vainqueur dès le premier tour de la présidentielle. C'était donc en Centrafrique et c'est selon les résultats provisoires donnés hier lundi par l'autorité nationale des élections. Le compte rendu avec Chris Agbedinou avec la voix de Yasmine Kodia. Vers un second mandat pour Faustin Archange Touadéra, annoncé vainqueur dès le premier tour des élections présidentielles centrafricaines du 27 décembre dernier. Selon les chiffres de l'autorité nationale des élections ANE, rendus publics ce lundi 5 janvier à Bangui, le président sortant obtient 53,92% des voix. Il est suivi des opposants Anissé Georges Doleguele avec 21% des suffrages et de Martin Zingele qui s'en sort avec seulement 7,46% des voix. Près de 700 000 Centrafricains se sont déplacés dans les bureaux de vote sur 1,8 million d'inscrits, soit un taux de participation de 76%. Des résultats dénoncés par les opposants au président Faustin Archange Touadéra. Ils invoquent de nombreuses irrégularités et fraudes lors de la tenue de ce scrutin. Les résultats définitifs doivent être publiés le 19 janvier prochain par la Cour constitutionnelle après l'examen des éventuels recours. A rappelé que la proclamation de ces résultats intervient dans un contexte particulièrement tendu et sous la pression des groupes armés qui menacent de marcher sur Bangui. Retour en page nationale avec la situation de la pandémie à coronavirus. À ce jour du mardi 5 janvier 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 3770, 48 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries s'élève à 3515. 36 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 186. Le nombre de décès est de 69. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et nous terminons avec le sport. À présent, le Togo accueille depuis ce mardi le tournoi des moins de 17 ans de la zone UFOAB de football. Et en match inaugural cet après-midi sur le stade de Kégué, les éperviers du Togo ont battu 2-1 le MENA du Niger. Le compte rendu de la rencontre avec Laurent Roumavor. C'est un hold-up que les éperviers ont réalisé cet après-midi en venant à bout du MENA du Niger. Et pourtant, le début de rencontre des poulains de Kokou Noussidien n'était pas à la hauteur des enjeux. À la 29e minute, l'attaque togolaise manque de peu l'ouverture du score. Le contre nigérien qui s'ensuit permet à Ousmane Abdoulaye Mahaman d'inscrire le premier but du tournoi. 1-0 pour le Niger, score à la pause. Du retour des vestiaires, les éperviers du Togo mettent le pied sur le ballon et finissent par rétablir la parité à la 55e minute par Baboulin Kolani, Togo 1, Niger 1. Dès cet instant, les éperviers des moins de 17 ans assiègent le camp du MENA. Les Nigériens réussiront quelques contre-attaques sans véritablement inquiéter le goal à Chirafuyaya du Togo. L'on s'acheminait vers la fin de la partie quand, sur un coup de génie, l'attaque togolaise par l'intermédiaire de Ouzeridine Beredja envoie une frappe entrante qui ne laisse aucune chance au portier nigérien. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Togo 2, Niger 1. Dessus, oui. Dessus sur deux petits détails qui ont permis à l'équipe du Togo de nous battre.
Et je pense que, bon, du plein sur la planche, on a 2 matchs qui nous restent. Et en général, on peut déjà penser que l'équipe du Togo est déjà qualifiée. Parce que c'est déjà très important dans une compétition où, sous forme d'un tournoi, le premier match est toujours important. Alors nous, on doit travailler encore un peu plus. Maintenant, on doit gagner tous nos matchs pour pouvoir se qualifier. Que ce soit un hold-up ou un no-hold-up, voilà, la victoire là, il faudra l'accepter. Bon, quand même, le Niger a donné de très belles impressions. Et c'est des garçons en face qui nous ont créé énormément de problèmes, que ce soit en première et en deuxième partie. Mais cette sérénité, nous l'avons eu après l'égalisation, où on s'est dit que voilà, ça peut aller, on peut mettre un second but et tout. Et c'est ce qui s'est fait. Le Togo réussit un hold-up dès l'entame de sa compétition et peut entrevoir la suite sous d'intéressants auspices. Et le second match, c'était le Bénin-Burkina Faso, un match donc que vous suivrez en différé sur la télévision togolaise, une retransmission donc en différé à partir de 23h sur notre chaîne. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.